Bien, je pense que nous pouvons commencer car nous avons beaucoup de choses à dire. Bienvenue à tous et à toutes. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, de votre emploi du temps chargé pour nous rejoindre pour ce webinaire. Je suis Maya Persson, je travaille pour la récompense réelle. Avant de commencer, je voulais qu'on prenne un peu de temps pour des instructions spécifiques de technologie. Ce webinaire sera disponible en anglais et en français. Il y a donc l'interprétation vers le français. Que vous préfériez écouter en français ou en anglais, c'est important de choisir le canal d'interprétation. En bas de votre écran Zoom, vous trouverez un menu et vous allez voir un bouton qui ressemble à un globe qui s'appelle Interprétation. Cliquez sur ce bouton, puis choisissez anglais ou français. Si vous ne voyez pas ce bouton, il faudra peut-être cliquer sur un autre bouton qui s'appelle plus ou more en anglais avec trois petits points. Vous cliquez là-dessus, puis interprétation, puis le canal anglais ou français. Je voulais aussi dire une chose. Il y a une fonctionnalité questions-réponses en bas de votre écran Zoom et c'est là que nous aimerions que vous mettiez vos questions. Toutes questions que vous pourriez avoir pendant le webinaire et nous espérons y répondre. Au lieu d'utiliser la discussion, veuillez utiliser la fonctionnalité questions-réponses. Ça devrait aussi être dans le menu Zoom en bas de votre écran Zoom. Utilisez cela. Vous pouvez poser les questions que vous voulez au fur et à mesure du webinaire. J'aimerais vous parler maintenant de cette récompense réelle, Real, qui est financée par le Centre de la résilience de l'USAID sous l'égide du Bureau de la résilience et de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Elle a été établie pour répondre à la demande dans les missions de l'USAID, dans les gouvernements d'accueil et chez les parties prenantes pour des outils de suivi et d'évaluation rigoureux pour une analyse stratégique et du soutien de renforcement de capacité lié à la résilience. REAL, c'est un consortium de Save the Children, Mercy Corps et Tango International. Vous pouvez en apprendre plus sur notre page web et voir toutes nos ressources là-bas, y compris un tableau de bord interactif et autres produits intéressants. Si vous suivez le lien qui est ici dans le chat, vous pouvez utiliser ce lien pour en apprendre plus. Bien, j'ai maintenant l'immense plaisir de vous présenter Monsieur Mayer pour des remarques préliminaires. John Mayer est conseiller principal stratégie et impact au Centre pour la résilience de l'USAID et il est aussi la personne chargée de gérer cette récompense réelle. Allez-y. Merci beaucoup, Maya. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'avez présenté. Voici ma photo, mon titre. Je n'ai plus besoin de me présenter. Nous sommes vraiment reconnaissants envers Réal d'accueillir ce webinaire et aussi pour le travail en coulisses qui a été effectué sur la boîte à outils, sur l'arbre de décision et d'autres articles qu'on va vous présenter aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important? Dans les centres de résilience, bien sûr, nous avons un intérêt, un besoin de bonnes données et de bonnes preuves concernant la résilience. Personnellement, je suis au centre de cet effort ici. Mais je n'ai pas fait que ça dans ma vie. J'ai été chef de parti des activités de résilience de l'USAID, notamment pour l'Éthiopie. Et dans ces années-là, j'avais une soif de meilleures données qui pourraient démontrer si ce que nous faisions fonctionnait, si ça aidait à renforcer la résilience lors des temps difficiles. Si vous connaissez un peu l'histoire de ce sujet, vous savez que la résilience est très difficile à mesurer.
Il s'agit de paramètres qui ne sont pas concrets, qui ne sont pas vraiment observables ni mesurables en temps normal, selon certains. Et lorsque c'est mesuré, nous pouvons remarquer quelque chose de puissant. Mais on ne voit pas une histoire engageante. Ça prend longtemps à mesurer cela et peut-être que c'est compliqué à intégrer dans un système de gestion adaptative. C'est compliqué d'avoir les données en temps et en heure. C'est un sujet très intéressant. Nous savons qu'un système est résilient si, lors d'une crise, ce système peut continuer dans la durée et continuer à s'épanouir. Nous avons besoin d'une méthode temporellement définie pour trier, pour accueillir, ou recueillir plutôt ces données de manière attrayante. Et ça, c'est mon opinion. C'est pour cela que moi, je suis intéressée par ces difficultés-là. Et ce qu'on va entendre pendant cette heure et demie ici, c'est qu'il y a toute une gamme d'options et ces options différentes seront intéressantes selon vos objectifs, selon votre budget et vos contextes, etc. De ma perspective, ce qui m'intéresse, c'est d'entendre ce que Jill a à dire, ce que l'équipe a à offrir. Et j'espère que vous allez entendre des choses qui vont être importantes pour vous. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Maya. Merci beaucoup, John. Maintenant, passons la parole à Jill, mais juste avant, j'aimerais vous rappeler d'une autre chose concernant l'interprétation. Nous avons beaucoup de personnes qui nous ont rejoints maintenant. Choisissez, s'il vous plaît, le canal qui vous convient. Vous allez aller en bas de votre écran Zoom, trouver le bouton Interprétation ou alors le bouton Plus et ensuite Interprétation, puis choisissez anglais ou français, la langue de votre choix pour écouter. Et maintenant, nous passons la parole à Jill, ma collègue de Réal, qui est aussi l'auteur de cette boîte à outils dont nous allons parler aujourd'hui. Elle est conseillère principale en matière de suivi, évaluation et apprentissage de résilience pour Mercy Corps. Et elle va nous parler du webinaire d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci John, merci Maya pour les présentations. Merci à tous et à toutes de nous avoir rejoints. Comme l'a dit Maya, je m'appelle Jill Scatlan, je travaille avec Mercy Corps. J'aimerais aujourd'hui m'excuser si j'ai l'air un peu malade. Je le suis effectivement, j'ai un petit rhume. J'espère ne pas éternuer pendant tout le webinaire, mais désolé si c'est ça qui se passe. Avant de passer à la boîte à outils RMS, j'aimerais vous donner un peu de contexte sur comment cet outil RMS a été établi. Beaucoup de personnes ont été impliquées. Nous avons eu beaucoup de directives à travers Réal qui nous ont menés au développement de cette boîte à outils. Pour vous donner un peu de contexte, en 2019, Réal a publié une note de directive sur le RMS, le système de suivi récurrent, RMS en anglais. Et le nombre de RMS a augmenté de manière significative. Étant donné cette augmentation, il a été lancé un projet autour du RMS qui s'appelait le projet de consultation technique RMS. Et cela pour comprendre quelles étaient les difficultés collectives et les solutions que les concepteurs de RMS et que les utilisateurs de RMS auxquels ils pouvaient faire face lors de la mise en œuvre et de la conception. Et on a commencé par une révision un peu de ce qui se passait dans le paysage. Nous avons fait une révision des RMS qui ont été publiés et disponibles de différentes organisations au cours de 10 ans, de 2010 à 2020 environ. Nous avons
résumer certaines des méthodes, des difficultés de méthode logistique, difficultés pratiques dont on fait l'expérience, les personnes, en mettant en œuvre cela. Ensuite, un petit groupe de concepteurs et d'utilisateurs de RMS de différentes organisations, de différentes missions, etc., en 2023, en été, ont été en consultation ensemble. Et à partir de ces réunions, et à partir de ce qu'on a appris à travers cette révision du paysage et de l'expérience collective, la mienne, entre autres, à mettre en œuvre et à concevoir de tels systèmes, ainsi que celle d'autres collègues travaillant dans cet espace, nous avons déterminé qu'il serait très utile pour, enfin, de développer une boîte à outils pour aider les personnes avec, qui ont des difficultés à mettre en œuvre ce RMS ou à le concevoir. Ça, c'est le contexte derrière la boîte à outils. Il ne s'agit pas que de moi, c'est l'expérience collective, l'histoire collective dans différentes organisations. Certaines personnes sont ici à ce webinaire présentes. Nous voulions que ce soit une solution, un kit clé en main pour vous aider. Cela nous mène au webinaire d'aujourd'hui. Nous allons parler de l'ordre du jour. Ce webinaire va se focaliser sur une présentation des fonctionnalités principales de cette boîte à outils. Vous aurez un lien que nous allons vous donner maintenant. Vous pouvez ouvrir ce lien si vous ne l'avez pas déjà fait vers cette boîte à outils. On va vous présenter les sections et fonctionnalités principales. Puis, nous allons avoir toute une section où nous allons parler de scénarios de conception RMS. Nous allons vous poser une question et en tant que membre du public, vous allez essayer de trouver les réponses dans cette boîte à outils. Vous allez essayer de voir où vous pouvez obtenir ces réponses. Vous aurez un peu de temps pour parcourir ce document. Puis nous allons, à travers certains collègues, vous allez voir des exemples de comment d'autres collègues ont pu réussir à surmonter ces difficultés. Puis nous vous présenterons des ressources supplémentaires et nous allons finir par une évaluation de ce webinaire. Maintenant, voici ce que nous allons faire. Parlons de la boîte à outils. Nous allons cliquer sur le lien et examiner les fonctionnalités. Encore une fois, si vous êtes intéressé par cela, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat. Vous allez voir la première page sur le réseau FSN. Sur cette page, vous verrez toutes les ressources nécessaires. Vous avez la boîte à outils qui est tout en haut. Et sur la page que je regarde, bon, je vois que c'est en anglais. Nous avons aussi la version française. Si vous allez à gauche, vous verrez les langues disponibles, dont le français. Sur cette page, vous aurez accès à la révision de paysage qui est seulement en anglais pour le moment, malheureusement. Puis la version téléchargeable de la note 6 des directives pratiques de RMS. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de télécharger la boîte à outils elle-même. Nous allons passer les 15 prochaines minutes à parler des fonctionnalités principales de cette boîte à outils. Voici comment on a conçu cet outil. On voulait qu'il soit interactif, que vous ayez un fichier PDF interactif, que ce ne soit pas quelque chose de trop ennuyant à lire. Nous voulions vous parler des fonctionnalités interactives. Aujourd'hui, vous allez voir une première page ici avec une flèche et vous suivez les points en bas, ça va vous mener à travers les différentes étapes de début. Vous voyez un message de bienvenue qui vous parle de l'importance de ce guide.
pourquoi le RMS, et ça reprend un peu les points que John a mentionnés. Vous avez aussi la définition de RMS, système de suivi récurrent, parce que peut-être que d'autres vont vous demander comment est-ce que ce RMS est différent des autres activités de suivi, quelles en sont certaines des caractéristiques. Et avec cette boîte à outils, voici ce que je voulais souligner. Il s'agit de reconnaître que le RMS n'est pas, il n'y a pas une solution avec le RMS qui va marcher pour tout le monde. Mais il existe des caractéristiques communes à tous les RMS qui vont faire que c'est différent des autres activités de suivi et d'évaluation. L'une de ces caractéristiques, bon, vous voyez les 3 points qui sont mentionnés. Premièrement, vous recueillez fréquemment des données quantitatives, qualitatives auprès des mêmes personnes. Dans d'autres activités, vous allez peut-être remarquer, vous allez peut-être recueillir des données de personnes différentes à chaque fois. Mais là, on se focalise vraiment sur un groupe de participants ou de la population que vous suivez. Une autre caractéristique distinctive qui fait qu'un RMS est un RMS, c'est que vous mesurez les 3 éléments principaux de la résilience, c'est-à-dire la capacité de résilience, l'exposition au choc et les résultats en matière de bien-être. C'est ce que vous mesurez dans vos sondages et vos questionnaires et dans vos activités de mesure. Et dernier point, concernant cela, vous recueillez des données sur les populations bénéficiant d'interventions humanitaires de développement et ou de consolidation de la paix dans une zone définie. Cela pour souligner que le RMS n'est pas un exercice purement académique ou de recherche. C'est quelque chose que vous faites dans un contexte humanitaire ou de renforcement ou plutôt de consolidation de la paix. Ça se focalise sur les personnes chargées de la mise en œuvre. Ce n'est pas simplement un exercice académique. C'est cela aussi qui différencie le RMS d'autres types de sondages ou questionnaires de suivi et évaluation dans le monde académique. Cette prochaine page ici du guide vous explique comment l'utiliser. Cela vous présente les 6 décisions de conception de RMS. Nous allons parler de ces décisions une après l'autre. C'est là que vous pouvez voir la progression de vos décisions. On commence par l'utilisation des données et on finit par l'identification de la population principale. Et lorsque vous allez parcourir ce guide et l'utiliser, vous allez peut-être vouloir commencer par la décision 1, mais ensuite passer directement à la décision 4 et puis ensuite revenir à la décision 2. Ça dépend de votre processus de conception. Et vous allez voir des caractéristiques avec lesquelles vous allez pouvoir cliquer entre les différentes décisions assez facilement. Je voulais aussi donner, vous montrer la liste des résultats clés. Vous voyez ici les considérations, les choix, les décisions principaux dans la conception du RMS. Vous pouvez même utiliser ici cette fonctionnalité alors que vous allez concevoir votre RMS pour faire la checklist. Vous allez mettre un petit check. Vous voyez cette fonctionnalité interactive. Si vous vous perdez, si vous êtes sur une page, vous n'êtes pas très sûr d'où vous êtes, il y a un bouton Accueil avec ce petit icône qui va vous ramener à la table des matières-ci. C'est une page à laquelle vous pouvez toujours revenir si vous n'êtes pas sûr d'où vous en êtes ou si vous voulez recommencer. Voilà, je vous ai parlé des parties principales de cette présentation de l'outil. Si vous avez des questions alors que vous m'entendez parler de cela, sur les caractéristiques, sur ce que je viens de dire, veuillez les mettre dans la section questions-réponses. On répondra à ces questions pendant ce webinaire si on a le temps ou sinon après. Maintenant, parlons de chacune de ces décisions pour que, rapidement, pour que vous ayez une idée de ce qu'elles sont. La première décision, ici en haut, à gauche, décision 1, se focalise sur l'identification de
comment vous voulez que les parties prenantes principales participent? Comment voulez-vous qu'elles utilisent les données du RMS? Ça ne sera pas une surprise pour vous, mais le fait de réfléchir à qui est votre public, et comment vous voulez que ce public utilise l'information, c'est très important comme première étape, parce que c'est cela qui va guider les autres décisions que vous allez pouvoir prendre. Cette décision vous donne un aperçu du pourquoi. Pourquoi se focaliser sur les données RMS? Ensuite, avec ce bouton Continuer, vous allez voir les les différents éléments à prendre en compte pour la décision 1. Par exemple, qui sont les principaux publics que vous souhaitez influencer par les résultats du RMS? Ensuite, comment vous souhaitez influencer chaque public du RMS avec les résultats du RMS? Le premier outil qui va vous aider à faire cela, c'est l'outil RMS 1, profil d'audience. Vous pouvez trouver cela à partir de cette page-ci en cliquant dessus. Et aussi en bas, vous voyez une liste d'outils et vous pouvez cliquer sur les différents outils à partir de là également. L'outil 1, vous l'avez peut-être déjà vu. Cela va vous expliquer comment identifier le profil d'audience, comment vous décrivez ce public-là. Si vous avez différents publics et que vous avez des difficultés à établir un ordre de priorité, vous pouvez utiliser ce diagramme. Vous voyez, ceux qui ont une influence forte et un intérêt fort, ça va être votre public principal. Vous pouvez faire ça dès le départ quand vous essayez d'identifier qui vous essayez de cibler avec le RMS. Les autres étapes vont parler de comment vous voulez influencer ces personnes, des personnes qui peuvent, ou plutôt des éléments qui vont pouvoir être des obstacles ou des avantages. Ensuite, on va vous montrer ici comment construire le discours sur ce public. Vous allez développer un profil et c'est utile d'avoir ça dès le départ. Cet exemple de profil d'audience, vous le voyez ici, pour voir qui vous ciblez avec cette information. Ça, c'est la première décision. La deuxième décision, c'est le fait de choisir l'objectif principal. Et là, vous allez voir les trois objectifs principaux. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des RMS ont l'un de trois objectifs. Vous voyez ici ces différents objectifs. Par exemple, utiliser les informations pour informer des décisions de gestion adaptative ou alors mieux comprendre les dynamiques de résilience en testant les relations de théorie du changement. Et beaucoup de RMS se focalisent aussi sur le fait d'évaluer la contribution des interventions à l'amélioration des capacités de résilience et des résultats. Donc, d'avoir un impact sur cet objectif. Voici ces trois objectifs principaux. Ce ne sont pas les seuls, bien sûr, mais c'était cela. Ensuite, vous avez une autre série de questions ou d'éléments à prendre en compte lors de la sélection des décisions. Est-ce que toutes les parties prenantes du RMS sont d'accord avec l'objectif principal? Et dernière décision de la décision 2, souhaitez-vous utiliser un modèle d'évaluation d'impact pour atteindre cet objectif du RMS? Parce qu'il y aura des choses à prendre en compte. Et vous avez là une note technique de l'USAID sur les évaluations d'impact. Vous pouvez l'utiliser pour voir ce qui vous est le plus utile. Aujourd'hui, je voulais souligner dans cette démonstration l'outil RMS 2, qui est lié à cette décision sur si toutes les parties prenantes sont d'accord ou pas sur l'objectif principal. Cet outil vous donne un agenda de l'atelier de co-création.
Si vos parties prenantes ont du mal à se mettre d'accord sur ce sur quoi il faut se focaliser, ou si vous savez que vous avez des opinions diverses et variées dans la salle, vous pouvez tout à fait utiliser cet outil pour réunir des personnes, pour essayer d'aboutir à un consensus, pour essayer de trouver un terrain d'entente. Ça, c'est un exemple d'agenda que vous pouvez utiliser dans l'atelier de co-création. Je vais maintenant parler de la décision 3. Choisir les principales questions d'apprentissage du RMS. L'une des principales problématiques que j'ai remarquées auprès de nos personnes qui vont concevoir des RMS, c'est qu'il y a trop de questions. Vous essayez de traiter trop de questions à la fois. Vous avez peut-être déjà des questions d'apprentissage que vous avez identifiées, vous avez peut-être cela, ou vous avez réuni votre équipe, vous leur avez demandé qu'est-ce que vous voulez apprendre à travers le RMS. Et dans ces programmes-là, les personnes qui veulent faire les RMS sont des personnes travaillant sur des projets plurisectoriels et ils vont avoir de nombreuses questions. Cette décision-ci, c'est pour vous guider, pour que vous établissiez un ordre de priorité dans les questions, pour voir à quelles questions vous souhaitez réellement répondre. Première chose à prendre en considération pour cette section, c'est d'essayer de faire entrer dans le cadre de votre objectif principal les questions. Ça, c'est une manière de vous aider à faire face à cette difficulté d'avoir trop de questions. Cette boîte à outils va vous donner des exemples de types de questions liées aux différents objectifs de RMS, selon les objectifs. Nous avons aussi un outil ici en bas, l'outil RMS 3, prioriser les questions d'apprentissage, où vous avez des ressources complémentaires autour de l'apprentissage. Cela vous donne aussi des informations sur les types de questions d'apprentissage liées aux objectifs du RMS, les questions relatives aux différents types de collecte de données du RMS, les tendances, les liens, pourquoi X est-il produit, comment fonctionne Y. Ce que j'ai trouvé très utile, c'était les critères de priorisation de questions d'apprentissage du RMS. Si vous avez une longue liste de questions, vous pouvez utiliser cela pour vraiment souligner les questions clés. Ensuite, décision 4, déterminer la méthode d'analyse du RMS, c'est-à-dire d'essayer d'identifier la méthode d'analyse des données. Faire ça assez tôt est très utile selon moi. C'est très utile pour la conception du RMS parce que l'analyse et l'approche que vous avez concernant l'analyse va informer votre conception d'outils, votre taille d'échantillon, vos calculs. Et si vous avez besoin d'embaucher une personne externe ou un tiers pour vous aider. Donc, c'est quelque chose de très utile dans la conception du RMS. Avec d'autres récompenses de l'USAID, nous avons publié différentes ressources complémentaires là-dessus. Et dans cet outil, vous allez voir des liens vers des ressources complémentaires. Vous avez l'outil RMS 4, options d'analyse. C'est surtout les analyses quantitatives. L'idée est d'avoir une boîte à outils de conception qualitative idéale où vous trouverez des informations très utiles. L'outil RMS 4, ici, vous donne une description un peu plus détaillée des analyses différentes qu'on retrouve assez fréquemment. Cela vous montre l'analyse descriptive, l'analyse de corrélation, l'analyse de régression. Ensuite, vous avez l'approche qualitative. Cela, encore une fois, vous donne des liens vers des ressources complémentaires.
Et désolé si je parle trop vite, je vais essayer de ralentir pour l'interprétation. Nous avons notre cinquième décision sur la stratégie de collecte des données. Quand je parle de stratégie de collecte des données, ce sont les considérations de à quel moment et avec quelle fréquence vous devriez recueillir les données. Vous avez des décisions connexes pour savoir à quel moment vous devriez commencer à recueillir des données. Est-ce que c'est par saison? Est-ce que c'est des données liées à des saisons? Est-ce que ça va être à intervalles réguliers, tous les mois ou tous les trimestres? Ou après des chocs et des stress? Donc, vous avez des informations sur à quel moment vous commencez à recueillir des données et sur la collecte de données en général à la suite d'un choc ou un stress. L'outil en lien avec cette décision est l'outil RMS 5. C'est une carte du système CLA. Je vais expliquer ce que c'est dans un instant. C'est essentiellement lorsque votre RMS doit être intégré avec le reste de votre système, ça doit être lié aussi à d'autres processus pour pouvoir être lié à des réunions que vous pouvez avoir de planification. Cela va vous, Ce diagramme va vous aider à voir où cet outil RMS peut être utilisé dans la conception et la mise en œuvre. Voici un exemple d'un système de CLA que vous pouvez créer pour votre programme. Vous allez mettre cette, euh, ce calendrier avec les différentes activités de réflexion, d'évaluation, et vous allez donc schématiser tout cela pour l'année en cours et vous allez voir où le RMS peut entrer en jeu à partir de là. Ça, c'est une activité au Kenya qui est utilisée comme exemple où le projet souhaitait un RMS avec des informations tous les 3 mois et d'avoir aussi des réunions 2 fois par an de réflexion avec avec des événements aussi au printemps et au début de la planification. Vous avez cela et vous allez soumettre le plan de mise en œuvre et le budget un peu plus tard dans l'année. Donc, ils allaient voir à travers ce schéma quand est-ce que le RMS pouvait être utilisé. Et voici la décision finale, c'est définir la stratégie d'échantillonnage du RMS. Nous avons gardé la décision la plus difficile pour la fin, mais ça commence avec la question: à qui les résultats du RMS seront-ils généralisés? Cela vous parle d'une série de décisions un peu plus compliquées où vous allez voir quel est votre échantillonnage. Ça peut être basé sur la population, donc la population en général, ou vous voulez que ça soit vraiment focalisé sur les participants spécifiques avec lesquels vous travaillez. Vous avez une série de questions qui vont vous guider vers un chemin ou un autre, celui qui va être le meilleur pour votre scénario spécifique. Il y a aussi des questions sur les résultats par sous-groupe et la manière dont cela va influencer votre stratégie d'échantillonnage, ainsi que de voir si vous avez une puissance statistique suffisante. Ce sont des questions qui reviennent assez fréquemment. J'aimerais aussi souligner que nous avons un autre outil en dehors de la stratégie d'échantillonnage, ou plutôt des ressources. Ce sont des ressources que je voulais vous montrer. Souvent, il faut embaucher quelqu'un pour vous aider, mais nous avons ici des outils de calcul qui peuvent vous aider, outils de comparaison et de décision pour le choix d'un calculateur de taille d'échantillon. Ici, par exemple, ça vient de Save the Children.
Vous avez ici le lien vers cet outil. Ensuite, si vous faites l'évaluation d'impact, vous avez le code pour le calcul de la puissance de Humanitarian Assistance Evidence Cycle, HAEC. Vous pouvez utiliser cet outil-là pour cela. C'est déjà disponible dans Stata, qui est un programme pour les statistiques. Si vous avez quelqu'un qui comprend les statistiques dans votre programme et que vous voulez utiliser cela, vous pourriez choisir d'utiliser cette ressource. Je pense que j'ai déjà beaucoup trop parlé. Je vais essayer de nous faire avancer un peu. Le dernier outil dont je voulais vous parler, c'est cet outil-là que vous allez utiliser après la collecte de données. C'est le sense making, donner un sens. De nombreux projets ont remarqué que c'était très utile pour atteindre les premiers objectifs et de voir comment ils voulaient influencer leur public. Cet outil parle du sense making, de cette méthodologie de pose et de réflexion qui peut aider les équipes à donner un sens à des données complexes. Souvent, vous avez des difficultés après avoir recueilli beaucoup de données. Vous ne voyez pas une histoire claire, concise, et vous avez besoin d'interpréter ces données et voir ce à quoi ça rime, c'est-à-dire en comprendre le sens. Cet outil vous aide à faire cela de manière participative avec vos parties prenantes. Vous voyez ici les étapes dans l'atelier de sense making et un exemple d'agenda ou d'ordre du jour plutôt de l'atelier. Nous sommes à la fin maintenant. À la fin, il y a des ressources supplémentaires, donc des considérations. Est-ce que vous avez le budget? Est-ce que vous avez la capacité de faire cela? Nous sommes déjà allés à cette page, mais il y a des ressources supplémentaires. Il y a l'arbre de décision dont il a été question au départ. Vous pouvez réfléchir à toutes ces décisions dans ce format-là si vous le souhaitez. Nous avons la note de guide qui est ici, le réal. Vous avez les outils en bas, vous avez les remerciements tout à la fin. Et je pense que nous allons maintenant passer à nos scénarios. Nous allons réfléchir aux différents scénarios. Oui, avant de passer au premier scénario, nous avons une question ici. Est-ce que cette boîte à outils est là seulement pour guider l'aspect système de suivi dans le cadre de la résilience ou dans d'autres cadres aussi? La réponse courte est qu'il ne s'agit pas forcément de résilience. Beaucoup de ces décisions sont de bonnes pratiques à mettre en œuvre dans toute activité de collecte de données. Donc, ce n'est pas spécifique à la résilience en soi. Si vous aviez un programme qui n'avait rien à voir, moi je dirais que tout a à voir avec la résilience, mais peut-être que ce n'est pas l'objectif principal, disons. Je pense que vous pourriez quand même utiliser cet outil pour vous aider à établir toute collecte de données. Cette boîte à outils vous aide à réfléchir à ce qu'il y a à prendre en compte lorsque vous essayez de mesurer la résilience. Par exemple, votre stratégie de collecte de données, ce qui est unique à notre RMS, c'est que cela prend en compte les chocs et les stress. Donc peut-être que ça va être moins pertinent pour vous si vous n'êtes pas sur le sujet de la résilience, si c'est juste suivi et évaluation en général. Donc je pense que c'est pertinent pour toute activité de collecte de données, mais spécifiquement sur la résilience.
parce que vous avez des éléments intégrés directement liés à la résilience. Bien, sommes-nous prêts à passer au scénario? Oui. Et est-ce que nous sommes à l'heure? Comment ça se passe? Sommes-nous à l'heure? Nous sommes un peu en retard. Nous sommes un peu en retard. Voyons si on arrive à faire deux scénarios ou si on arrive à faire les trois. Bien sûr, merci. Si vous n'avez pas déjà fait cela, veuillez ouvrir la boîte à outils de conception de RMS. Vous allez utiliser cela pendant cette phase du webinaire. Voici ce que je vais faire maintenant. Je vais vous parler d'un premier scénario. Je vais lire le scénario, puis je vais vous demander de trouver des réponses et des solutions dans la boîte à outils pour ensuite vous poser la question, dans quelle section de la boîte à outils iriez-vous pour faire face à cette difficulté précise? Qu'est-ce qui vous serait le plus utile dans ce scénario? Alors, scénario 1, si l'objectif du RMS n'est pas clair. La mission de l'USAID dans le pays A souhaite mettre en œuvre un RMS pour mesurer la résilience dans une zone de mise en œuvre spécifique. De nombreuses parties prenantes sont intéressées par le RMS. Après deux cycles de collecte de données, les résultats sont communiqués à ces parties prenantes lors d'un atelier de sensibilisation. Au cours de l'atelier, ils se rendent compte qu'il existe de nombreuses attentes différentes et un manque de consensus sur l'utilisation des données du RMS. L'inadéquation entre les attentes et ce que le RMS a été conçu pour collecter entraîne une frustration et un désengagement vis-à-vis des résultats du RMS. Voilà le scénario. Maintenant, nous allons vous donner quelques instants pour parcourir la boîte à outils, pour cliquer sur les différentes décisions. Et nous allons ensuite mettre un questionnaire dans Zoom et vous allez voter sur laquelle section de la boîte à outils serait la plus pertinente pour faire face à cette problématique. Vous pourrez choisir plusieurs réponses. Je vois déjà quelques résultats. Intéressant. On dirait que la majorité, en ayant parcouru la boîte à outils, avait trouvé des réponses ou des solutions, et ce n'est pas surprenant, dans la décision 2, qui est le fait de choisir l'objectif principal du RMS. Et je suis heureuse de voir que certains ont aussi choisi la décision 1, utilisation des données, identifier les parties prenantes et comment vous voulez les influencer avec les résultats du RMS. Et selon moi, ces deux décisions-là sont probablement les deux catégories où vous allez trouver des solutions. Merci d'avoir répondu au questionnaire. Je vais maintenant passer au scénario
un vrai scénario avec Tim Frankenberger. Il a eu beaucoup d'expérience en matière de RMS. C'est un scénario qu'il a vu assez souvent lors de son travail auprès de Tango International. Il est le président de Tango International, une organisation de recherche spécialisée dans le fait de fournir une assistance technique et une stratégie et des politiques de développement, évaluation et suivi, focalisé spécifiquement sur les programmes de développement et humanitaire. Tim, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de certaines des difficultés spécifiques auxquelles vous avez fait face lorsque tout le monde n'est pas d'accord sur les objectifs du RMS? Oui. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est que dans de nombreux pays, l'USAID met en œuvre de multiples projets dans une même zone. Et ils sont particulièrement intéressés par la synergie entre les projets pour que cela mène à une amélioration. Ces évaluations, ces portefeuilles d'évaluation sont extrêmement importants parce qu'ils sont très intéressés par les liens entre les projets, l'intégration des différents projets pour un meilleur impact. Lorsque vous établissez un portefeuille, un objectif de portefeuille pour voir quel est l'objectif de tous ces projets, parfois on ne peut pas être assez spécifique par rapport aux projets individuels pour leur donner assez d'informations pour la gestion adaptative. C'est pour cela, je pense qu'il est important d'être clair dès le départ, de voir quel est l'objectif du RMS. Est-ce que c'est pour que la mission détermine l'impact global du programme ou est-ce qu'il s'agit de déterminer l'impact des projets spécifiques pour voir ce qui se passe au niveau des différents projets? Merci, Tim. Est-ce que vous avez un exemple précis en tête, un exemple récent que vous avez pu voir où l'objectif des RMS n'était pas clair pour toutes les parties prenantes? Oui, nous avons fait un RMS au Burkina Faso, au Niger, entre autres. Et ce que nous avons remarqué, c'est que pour gérer les différentes attentes, nous avons réuni toutes les parties prenantes autour d'un atelier pour que ces parties prenantes identifient des thèmes clés sur lesquels, enfin, par rapport auxquels ils voulaient que le RMS soit souligné. Il y a eu 4 thèmes majeurs qui ont été soulignés et tout le monde était d'accord sur ces 4 thèmes majeurs. Ils voulaient plus d'informations sur ces 4 thèmes pour pouvoir améliorer leur programme. C'était une manière de résoudre 2 objectifs en même temps. Nous avons pu donner au bureau régional des informations sur l'impact du programme et donner aux parties prenantes de la mise en œuvre du programme des informations très utiles, très intéressantes. Merci. Donc, certaines des solutions dont Tim nous parle ici, si on réfléchit à la boîte à outils, ce que vous décrivez, c'est ce processus de co-création. C'est un atelier de co-création. Vous avez fait ça vers le début et aboutir à un consensus en essayant de gérer les attentes différentes des uns et des autres. Je pense que vous avez fait face à ce problème-là aussi. Quand j'ai conçu des RMS, les gens veulent que ça réponde à toutes leurs questions, que ça fasse tout. Et ça, ce n'est pas toujours utile. D'avoir vraiment une portée si large parce qu'on n'a pas un budget infini ni un temps infini. Et concernant l'utilisation des données, il faut vraiment être clair et précis. De quelle manière on veut que les personnes utilisent les données? On veut que ce soit vraiment bien ciblé. Donc là, l'objectif, c'est de souligner que c'est utile d'avoir un objectif principal pour son RMS et que les questions soient liées à cela. Comme cela, le discours que vous aurez à présenter à travers votre RMS est clair.
il y a une valeur ajoutée au RMS. Dans tout l'écosystème de votre collecte de données, ça va servir à un objectif précis. Ce que vous avez décrit, Tim, c'est très compliqué d'avoir des parties prenantes de la mission et qui viennent des partenaires de mise en œuvre et des partenaires de communauté, d'essayer de réunir toutes ces personnes pour voir ce qu'elles veulent apprendre, c'est très compliqué. Mais cet outil d'atelier est très utile. Si vous voulez concevoir un RMS, c'est un outil qui peut être très utile et peut vous aider à cibler votre public et votre profil d'audience. C'est parmi les premiers outils de RMS. Merci, Tim, d'avoir donné des exemples concrets de la vie réelle de ce scénario. Merci pour votre perspective. J'ai une autre question pour vous, Tim, par rapport aux ressources. Est-ce qu'il y a des ressources dont vous voulez parler que nous pourrions partager avec notre public ici? Oui, nous créons différents produits. Un en Éthiopie que nous pourrons partager assez rapidement dans le mois à venir ou un peu plus tard, et un rapport d'Afrique de l'Ouest. Nous allons pouvoir partager ces deux ressources. Parfait. Voici ce que nous allons faire. Pour les membres du public, si vous ne vous êtes pas encore inscrit à la newsletter FSN, faites-le parce que les nouveaux rapports qui sont publiés sur le FSN seront publiés à travers cette newsletter, à travers cet espace. Dans les mois à venir, vous allez pouvoir accéder à ces rapports. Je pense que nous n'allons parler que de deux scénarios aujourd'hui et on va passer un peu de temps aussi à répondre à des questions s'il y en a dans la partie section réponse. Oui, dit Maya, il y a quelques questions et Tim, veuillez rester en ligne au cas où il y a des questions auxquelles vous pourriez répondre ou auxquelles vous souhaitez répondre. Voici une question. Il s'agit de la collecte de données. Est-ce que le RMS doit être basé sur le recueil de données en panel ou est-ce que c'est un autre système? En général, la collecte de données longitudinale en panel prend beaucoup de ressources. Je vais parler de ma perspective et ensuite Tim peut ajouter aussi sa perspective. Alors bien sûr, faites ce qui fonctionne pour vous. Quand nous essayons de voir ce qui distingue la mesure de la résilience des autres mesures, pourquoi est-ce que ce n'est pas le suivi et l'évaluation de base comme partout ailleurs? C'est la question que nous nous sommes posée au départ. En réfléchissant au RMS, en essayant de définir le RMS, ce que je dirais là-dessus, c'est que l'histoire que vous pouvez raconter, le discours que vous pouvez avoir sur le renforcement de la résilience et les personnes que vous soutenez à travers le programme et comment ils utilisent ces capacités de résilience face à des chocs et à des stress et comment cela a un impact sur leur bien-être dans la durée, cette histoire est plus puissante si vous pouvez suivre les mêmes personnes au fil du temps. Si vous réfléchissez à vos sondages annuels des participants, si vous avez un groupe différent de personnes auprès desquelles vous allez recueillir des données. Donc, ça vous donne une idée de ce qui se passe à un moment, à un instant T. Vous pouvez faire ça en résilience, mais peut-être que l'année suivante, vous avez une image complètement différente avec un groupe de personnes différents. Donc, vous n'allez pas pouvoir voir cette trajectoire dans la durée. Il est possible que les personnes du début aient été à un moment de leur vie différent et vous n'allez pas pouvoir démontrer ce changement au fil du temps. Donc, ce qui distingue le RMS des autres outils, et ce qui en fait un outil puissant, et peut-être que si pour vous, vous décidez que vous ne pouvez pas faire la collecte de données en panel, vous allez recueillir des données, des indices de renforcement de capacité à travers le suivi d'évaluation. Pas de problème, faites-le si ça marche. Si vous voulez vraiment faire un RMS,
Bon, d'autres organisations qui ont fait cela par le passé ont vu que le fait de faire appel aux mêmes personnes aide plus à raconter cette histoire de résilience. Alors, ça prend plus de ressources. Ça, il faut le prendre en compte pour voir si c'est un bon outil pour vous ou pas. Bon, ça, c'est ma perspective. Qu'en pensez-vous, Tim? Je pense que vous avez raison, dit Tim. Lorsque nous avons créé les RMS il y a un certain temps maintenant, ce qui a guidé notre décision d'utiliser les panels, c'est que la résilience, c'est un concept dynamique. Il faut pouvoir capturer ce dynamisme au fil du temps parce que les gens s'adaptent continuellement et gèrent ces risques auxquels ils sont exposés. Et là, on se dit, bon, on a renforcé la résilience cette année, mais en matière de choc, peut-être que ça ne va pas tenir. Donc, on veut s'assurer de faire le suivi de cela au fil du temps pour voir si les personnes sont résilientes. Et ça, c'est l'objectif. C'est pour cela qu'on fait cela dans différentes saisons, à différents moments de l'année, pour voir comment ça se passe pour ces personnes. Merci, Tim. Une autre question, dit Maya, sur la représentation. Est-ce que le RMS peut prendre en considération la représentation, surtout dans les endroits où il y a une forte mobilité de population? Alors, très bonne question. Je vais peut-être demander à Tim de répondre parce que Tim, je sais que vous avez une expérience en Somalie avec cette difficulté précise de la population mobile, de pouvoir bien représenter le sujet. Oui, dit Tim, voici ce qu'on a fait en matière de RMS en Somalie auprès de ces populations que nous suivions, qui étaient très mobiles. C'était le cas. Nous nous appuyons sur les téléphones portables. Même si les personnes se déplaçaient, nous pouvions quand même les contacter pour voir comment elles allaient et pour voir les différents chocs, comment elles avaient réagi aux différents chocs pour les gérer et quels ont été les effets sur leur bien-être. Nous avons pu suivre ces populations au fil du temps par cette méthode. C'était difficile, mais pas aussi difficile que nous l'imaginions. Il y a des moyens, il y a des solutions. Oui, c'est une bonne question qui revient assez souvent, dit Jill, surtout dans les zones un peu rurales où les personnes se- utilisent l'exploitation agricole. Je travaille au Kenya actuellement. Nous avons recueilli des données, nous avons pris en compte les mouvements par rapport au bétail et cela dépend de auprès de qui vous allez présenter ces questionnaires. Essayez de réfléchir à ça assez tôt. Nous n'avons pas dans les RMS ce niveau de détail sur les populations migratoires, mais là, il s'agit de votre stratégie de RMS. C'est un élément à prendre en compte. Est-ce que votre population est migratoire? Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où les personnes se déplacent plus, des fêtes spécifiques qui vont affecter vos résultats? Ça, c'est très important pour la sécurité alimentaire au-delà des saisons. Les saisons, c'est la météo, mais ça peut être les saisons de migration, les saisons où les personnes ont plus de ressources, moins de ressources. Prenez cela en compte dans votre stratégie de collecte de données. Mais au final, il n'est pas impossible d'assurer un suivi, même auprès de populations mobiles. Même les personnes déplacées internes peuvent être suivies. De nombreuses personnes ont des portables ces jours-ci, donc vous pouvez toujours recueillir ces informations. Oui, et c'est lié à la dernière question sur la fréquence. Est-ce qu'il y a une fréquence recommandée?
pour cette collecte de données RMS? Alors oui, voici ce que je pense. Et désolée, je sais que toutes nos réponses vont être du genre, ça dépend de votre objectif. Le prochain scénario dont nous allons parler, dans ce scénario, nous avons fait une collecte de données annuelle. C'est le moins, c'est la fréquence la minimum. Ce n'est pas aussi utile que lorsque c'est plus fréquent, mais encore une fois, ça dépend de votre budget, de vos objectifs. Certains RMS font la collecte de données chaque mois. C'est peut-être la fréquence la plus élevée. Nous avons une personne qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, qui venait intervenir et qui travaille avec CRS, Catholic Relief Services. Et ils sont en plein euh, recueil de données, mais ça peut être tous les mois, tous les 3 mois, 2 fois par an, une fois par an. Ça dépend de vos objectifs. Désolée que si cette réponse n'est pas exactement satisfaisante. Je pense que le budget va déterminer en grande partie cette décision. Il y a aussi l'approche de CRS. Dans certains villages, ils ont, ils sont en lien avec une personne du village et c'est cette personne-là qui va faire ce suivi. Ça aide pour, euh, pour les questionnaires, pour distribuer les questionnaires. Il y a différents moyens de gérer cette problématique, mais au final, ce sont les ressources qui vont principalement guider votre réponse. Et oui, les considérations pratiques. Nous allons passer à notre prochain scénario. Ça va être le dernier pour cette séance. C'est un peu plus difficile comme scénario que le premier. Scénario 2. Là, c'est sur les populations RMS difficiles à définir. Le programme B travaille principalement avec les acteurs du marché et du gouvernement afin d'augmenter la disponibilité et la qualité des aliments disponibles dans les zones de mise en œuvre. Les responsables du programme ont décidé de concevoir le RMS afin d'évaluer l'impact du programme. Le programme venait de démarrer et il n'y avait pas de liste de participants ni de liste définitive de communautés. Ils ne savaient pas exactement comment procéder pour concevoir le RMS. Donc, dans ce scénario, vous travaillez avec des acteurs du marché, du gouvernement pour une meilleure disponibilité et qualité des aliments. Dans ce scénario, ces personnes veulent faire un RMS, mais ne savent pas quel est le public ciblé. Comment est-ce que vous allez utiliser cette boîte à outils? Où est-ce que vous allez trouver les informations et les solutions dans la boîte à outils? Voici le questionnaire. On va vous donner quelques instants pour parcourir la boîte à outils et voir dans quelle section vous trouveriez les réponses pour ce scénario. Bien, je ne sais pas si je peux partager comme ceci les résultats. On dirait qu'il y a de nombreuses réponses différentes. On dirait que les solutions sont principalement dans la décision 6, stratégie d'échantillonnage, dans la collecte de données aussi, décision 5. C'est là qu'on trouve principalement les solutions, selon vous. Pour ce scénario, je vais
vous parler de mon expérience, à essayer de réfléchir à cette difficulté. C'était pour un programme en Éthiopie sur la résilience dans les zones pastoralistes. L'objectif du programme était d'améliorer la sécurité alimentaire et le développement économique des personnes et des foyers dans la zone de mise en œuvre. Donc les résultats, on voulait les voir parmi ces personnes dans ces foyers. La majorité des interventions, cela dit, ont été mises en œuvre à travers des partenaires publics et privés, comme les acteurs de marché qui utilisaient un système de marché, de développement de marché dans ce programme. Donc, lorsque nous définissions la stratégie d'échantillonnage du RMS, la première chose qu'on voulait faire au départ, c'était de démontrer nos résultats au niveau de l'individu. On ne savait pas qui étaient les participants, il n'y avait pas de processus d'inscription. C'était tout à travers des acteurs de marché qui ensuite avaient un impact sur la communauté. Dans ce scénario spécifique, je voulais vous montrer dans la boîte à outils un lien qui est très utile si vous avez ces populations où vous ne savez pas exactement comment définir vos paramètres d'échantillonnage. Il y a un lien ici, dans la décision 6, qui va vous mener vers un arbre de décision d'échantillonnage. C'est dans Miro. J'espère que vous avez déjà au moins utilisé Miro une fois. C'est assez facile. Vous allez voir cet arbre de décision ici. En faisant un zoom, vous voyez la question, quelle est la population primaire à laquelle vous voulez généraliser vos résultats, puis les décisions connexes qui vont vous guider si vous voulez que ce soit un échantillonnage basé sur la population ou sur les participants. Dans cet exemple, il a fallu poser la question, la majorité des interventions sont-elles directement ou indirectement mises en œuvre avec des individus et des ménages dans la zone de mise en œuvre? Pour cet exemple, c'était principalement indirect. Donc, nous suivons la décision indirecte parce que ce n'est pas direct. Ensuite, il y a une autre question. Avez-vous un moyen de savoir qui sont les individus et les ménages qui seront ciblés par les interventions indirectes? Donc, savez-vous qui sont ces personnes? Y a-t-il un système d'inscription où vous pouvez obtenir une liste des ménages? Pour notre scénario, la réponse était non. On ne savait pas qui était notre population. Et là, on nous dit envisager de tirer l'échantillon de la population générale de la zone de mise en œuvre. C'est ce que nous avons fait. Nous avons identifié des zones où on savait que le marché renforçait la résilience et on a fait de l'échantillonnage dans ces zones-là. Les personnes qui habitaient à moins de 10 kilomètres de ce marché. Nous avons commencé par le marché, ces zones de marché, ensuite les ménages autour de ce marché. C'était censé être basé sur la population, donc on voulait que ce soit représentatif des communautés dans les zones où il y avait des activités de renforcement du marché. C'est comme cela que nous avons procédé. Vous allez voir ici à l'écran un lien pour voir des ressources supplémentaires. Ça vient du programme RIPA, ça va vous montrer des résultats intéressants du RMS et vous allez pouvoir voir quel a été l'impact et comment cela a pu être démontré au niveau de l'individu, au niveau des ménages, en dépit du fait que le programme a été mis en œuvre à travers des partenaires. Étant donné que nous n'avons pas le temps de faire le troisième scénario, je voulais maintenant voir s'il y avait d'autres questions du public. Et puis, nous allons passer à l'évaluation finale du webinaire et à la conclusion. Maya, c'est à vous. Merci. Je ne vois pas d'autres questions.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si c'est le cas, vous pouvez aussi maintenant lever la main avec Zoom ou si vous avez des réflexions, des commentaires, c'est le moment. Vous pouvez lever la main, vous pouvez ensuite allumer votre micro et prendre la parole ou sinon écrire dans le chat ou dans la session questions-réponses. Alors que vous réfléchissez à vos questions, j'aimerais partager avec vous une ressource de notre collègue de CRS. C'est MIRA, Monthly Interval Resilience Analysis. C'est un questionnaire récurrent. Il y a un tableau de bord. Peut-être que nous pouvons copier ce lien parce que ça va être un peu difficile sinon de se rappeler de tout ça. Nous allons copier ce lien dans le chat. C'est aussi disponible. Il y a un tableau de bord qui est très intéressant et qui vous donnera un exemple d'un système à fréquence très élevée. C'est utilisé par CRS, Catholic Relief Services, dans différents pays. Il y a un exemple en Éthiopie, au Burkina Faso et aussi dans d'autres pays. Si cela vous intéresse de voir à quoi ça ressemble, vous pouvez utiliser ce tableau de bord. Avec ceci, je pense que nous pouvons terminer un peu plus tôt aujourd'hui. Je suis sûre que cela peut vous arranger. Nous avons une évaluation rapide du webinaire que nous aimerions que vous remplissiez pour nous dire ce qu'on peut améliorer pour le prochain webinaire, ce que vous avez aimé. Vous voyez le lien dans le chat. C'est un questionnaire rapide. Merci d'y répondre. Nous allons bien sûr vous envoyer l'enregistrement et les diapos du webinaire d'aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, Jill a mis son adresse mail. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous pouvez avoir après la session d'aujourd'hui. J'aimerais aussi mentionner que si vous pensez mettre en œuvre vous-même un RMS, et si vous pensez que même avec cette boîte à outils, vous avez besoin de soutien supplémentaire d'ordre technique ou autre, nous pouvons offrir cela au Centre de la résilience et à Réal. N'hésitez pas à contacter Jill et nous pourrons parler de vos besoins et de la manière dont nous pouvons vous soutenir au mieux. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Remplissez l'évaluation s'il vous plaît. Inscrivez-vous pour recevoir la newsletter FSN pour que vous ayez accès aux nouveaux rapports et aux nouveaux résultats RMS de partout dans le monde. Merci Jill. Merci à tous ceux qui sont venus ici et qui ont passé ce temps avec nous et passez une très bonne journée. Merci à tous et à toutes. N'hésitez pas à nous contacter. Merci.